à nos clients eh bien, de voyager dans un premier temps virtuellement avant d'avoir le plaisir de vous faire voyager de manière bien réelle et de vous retrouver par conséquent dans nos agences. On sait que vous êtes tous impatients de pouvoir à nouveau revoyager. Sachez que cette impatience est largement partagée par nos conseillers, dont beaucoup sont connectés ce soir et qui ont eux aussi fortement envie de vous faire voyager. Donc ce soir, nous allons partir dans les Cyclades avec notre partenaire Eliade, à qui je vais laisser la parole. Vous pouvez retrouver les enregistrements de ces visioconférences sur notre blog. C'est l'occasion peut-être, si vous ne connaissez pas encore le blog Bleu Voyage, de vous y rendre. Et puis, avant peut-être de laisser la parole à notre expert Thierry et également Nicolas d'Eliade, qui vont tous les deux vous présenter cette destination, peut-être, Monsieur Laurent, vous voulez dire un mot en tant que président de Bleu Voyage? Écoutez, merci Laurence. Je suis en train de regarder le compteur qui s'affole puisque nous atteignons bientôt 100 personnes. Donc, ce qui veut dire que le Before suscite un intérêt majeur et je me réjouis de voir que les clients ne nous abandonnent pas, sont toujours sensibles à nos différentes options et différents formats que nous pouvons leur offrir avec ce lien très particulier qui sont les visioconférences. Et c'est vrai que, et en particulier pour ce soir, car je crois que la Grèce, la Crète font partie des quelques rares exceptions de destinations qui sont encore possibles et qui risquent d'être ouvertes à nos ressortissants français cet été et qui risquent d'être des destinations plébiscitées. Donc, je crois que, Laurence, tu as fait le bon choix et le bon partenaire, puisque Eliade est en effet un partenaire historique et privilégié de notre réseau Selecto Beau Voyage. Donc, je ne vais pas en dire plus, puisque l'essentiel réside dans cette présentation et de vous faire envie de voyager quand nous le pourrons. Et nous avons tous envie de vous revoir dans nos agences auprès de nos conseillers. Bonne présentation. Merci Jean-Pierre. Bienvenue chez Bleu Voyage et chez Eliade. Kalisperasas, on va mettre un peu de couleur locale. Eliades, en grec ancien, ça signifie les 7 muses, filles de Clymène et d'Hélios, le dieu du soleil. Donc, ça signifie les enfants du soleil. Je ne vais pas vous noyer sous les références mythologiques, mais bon, c'est quand même inhérent à notre très belle destination qui est la Grèce. 9841 îles, ce n'est pas un chiffre farfelu, ce sont les chiffres de l'ambassade. 227 habités, c'est déjà beaucoup plus réducteur. Vous avez les îles ioniennes, Corfou la plus connue, la principale au nord-ouest, les îles du nord Égée, Lesbos ou Mytilène au nord-est de la mer Égée, les îles Sporade, Skatos la principale au nord de la presqu'île de Bé, les îles du Dédocanèse, Rhodes la principale au sud-est, les îles du Golfe Saronique, Hydra la plus connue, la principale au large d'Athènes à 2 heures de bateau, la Crète qui est la 5e île de la Méditerranée, la plus grande grecque, qui est aussi grande que la Corse, légèrement plus petite, mais beaucoup plus allongée à l'extrême sud. Et ce soir, nous allons nous consacrer aux Cyclades qui sont devant vous au centre égéen. Kyklades, Cyclade en grec, ça vient du mot kyklos qui veut dire le cercle. Donc, elle s'enroule autour du centre solaire qui est Délos, l'île sacrée. On va y revenir dans quelques instants. Donc, ça forme un véritable cercle. Les portes d'entrée sont 3 aéroports internationaux. L'aéroport d'Athènes, bien évidemment. L'aéroport international de Mykonos. Et très important pour nous, dans le sens que nous avons des vols directs également tous les dimanches, l'aéroport de Santorin. Comment on se transporte dans les Cyclades? On se transporte évidemment en ferry ou en hydroglisseur, beaucoup plus rapide, un peu plus cher. Les hydroglisseurs tiennent la mer jusqu'à 5 Beaufort, donc par sécurité. Et après, c'est les ferries qui prennent le relais jusqu'à 6, 7 Beaufort, voire 8, en fonction de l'ardeur des capitaines. Donc ça, c'est inhérent aux Cyclades, les traversées maritimes. Les saisons, on fonctionne d'avril à octobre, sachant que début avril et fin octobre, c'est un peu plus humide dans les Cyclades. La saison n'est pas aussi longue qu'à Rhodes ou qu'en Crète, mais on fonctionne quand même pratiquement pendant 7 mois en temps plein.
Sur place, on circule soit avec les réseaux routiers des bus d'État, les bus verts, qui sont les bus du CTEL, K-T-E-L. Vous trouverez sur Internet CTEL Santorin, CTEL Paros, CTEL Naxos et compagnie. Vous trouverez tous les itinéraires, les gammes tarifaires, sachant que ça oscille entre 2,50 € et 4 € chaque trajet. Possibilité de louer des véhicules, bien évidemment, dans les îles principales. Possibilité de louer des quads, ça depuis une vingtaine d'années, les quads sont légion, c'est très facile à en louer. On peut louer des petites motos, on peut louer des bicyclettes, des VTT. Je vous y engage fortement, c'est vraiment superbe. Et évidemment, on peut faire des marches, des randonnées. On verra les îles vraiment propices à la rando. Ce qu'on a l'habitude de proposer, on verra 3 exemples de produits à la fin de la présentation. On va plutôt parler plus des destinations et du patrimoine et des coutumes. Ce qu'on propose, c'est en une semaine, on propose 2 îles maximum. Et en 14 jours, en 2 semaines, 3 à 4 îles. Hein. Ça évite de passer son temps à attendre nos bateaux. C'est à peu près la norme. On commence, pardon, excusez-moi, par l'unique, l'irréel, la magique, la spectaculaire, l'apocalyptique, la volcanique Santorin. Jusqu'en 1628 exactement avant Jésus-Christ, ça c'est très important cette date, ça a été daté au Carbone 14, on l'appelait l'île ronde, Strongylon ici en grec. L'île était complètement, ça faisait un cercle tout rempli. Lors de la méga éruption volcanique de 1628, avant Jésus-Christ, 80% des terres s'effondrèrent dans la mer Égée. Ça forme la plus grande caldeira sous-marine du monde. Et il s'engendra un énorme tsunami avec des vagues de 25 mètres de hauteur qui déferlèrent au sud sur la crête. Et ça a contribué au déclin de la civilisation minoenne. Les Minoens étaient au top de leur puissance en 1628 et ça a anéanti tous les ports frontaux et la plupart des sites principaux de... Là, j'ai un message. Je sais pas, je suis désolé, j'ai un message qui m'a interféré. Je vous demande 10 secondes. Voilà. Et donc, une méga éruption, 27 fois celle du Vésuve, hein, celle de Pompéi. On a retrouvé des fragments de roches issus de cette éruption jusqu'à Haïfa, à l'époque de la Phénicie, à l'actuel Israël, sur les côtes d'Alexandrie en Égypte. On a retrouvé dans des glaciers islandais des traces de cendres de l'éruption, daté encore une fois, jusqu'en Islande, donc c'est monté jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Bon, c'était vraiment énorme. Hein. C'est certainement la plus grande éruption de toute l'Antiquité. Il reste donc l'île principale maintenant, qui a une forme de croissant ou de scorpion. On trouve 14 belles plages à Santorin. On n'y pense pas souvent, mais il y a des plages à Santorin, bien évidemment, surtout sur la côte est. La côte ouest étant constituée de la caldeira. Ce sont des falaises qui se jettent de 350 mètres à 200 mètres de hauteur directement dans la mer Égée. Pour continuer l'ancien cercle, on constate l'îlot de Firacia. Il manque le petit îlot d'Aspronici et au centre, vous avez les îles Caimenes, Nea Caimeni et Palea Caimeni, qui sont beaucoup plus récentes. Le volcan actuel qu'on visite, vous verrez lors de la croisière des îles volcaniques, se trouve sur Nea Caimeni. Et il y a 4 autres volcans sous-marins qui constituent les 5 volcans de Santorin. L'activité volcanique est suivie comme le lait sur le feu. Hein. Entre 2011 et 2012, il y a eu une charge magmatique assez importante. Bon, et puis 2012, c'est relativement calme. Mais bon, c'est un volcan qui est surveillé, bien évidemment. On va partir en images, c'est quand même beaucoup plus parlant. Là, vous voyez l'aéroport international à l'extrême sud-est. Il faut une certification spéciale aux pilotes pour poser à Santorin. Entre le Messavuno qui culmine à 600 mètres d'altitude et la mer Égée, il ne faut pas se rater. On voit la Chora, c'est-à-dire la Chora, c'est le chef-lieu, la capitale, Fira, blanchie à la chaux, hein, au centre de la côte ouest, et le village de Ia, qui est le très beau village, le village le plus photogénique, hein, qu'on retrouve sur toutes les photos, les photos classiques de la Grèce, tout à fait au nord-ouest de la côte ouest. Les îles Caimenes au centre et l'îlot de Firacia qui termine le cercle.
92 km², 69 km de côte. Voilà. Le meilleur moyen, évidemment, c'est d'accoster au petit matin après une belle croisière et de découvrir Fira, la capitale. Sachez que les maisons sont blanchies à la chaux depuis peu, hein, depuis le 19e siècle. On avait bien trop peur de se faire opérer par les pirates, hein. La piraterie, était inhérente aux îles grecques. On le verra à travers plusieurs exemples. Donc là, on arrive au port de Hormos. Il y a 3 ports à Santorin. On verra le port d'Amoudi qui est en bas de Ia, au nord. Là, vous êtes au centre-ouest, au port d'Hormos et son port Scala. Et il y a le port où vous arriverez en ferry et en hydroglisseur, le nouveau port d'Athinios qui est en place depuis 15-20 ans et qui est, lui, relié directement par une route où les bus et taxis peuvent venir vous chercher, etc. Celui-ci, lorsqu'on rentre d'excursion et on arrive à Scala et Hormos, celui que vous avez devant les yeux, on monte, soit on verra l'escalier avec les 600 marches, soit il y a un télécabine hein, qui relie le port d'Hormos à Fira, la capitale. Là, nous sommes à Amoudi, c'est le 3e port, le port le plus simple, le plus sympathique, on va voir pourquoi, qui se situe en bas du village de Ia. Donc, on voit la pierre ponce, ocre, pastel, la roche basaltique. C'est vraiment très impressionnant. On voit vraiment l'activité volcanique. Il faut savoir qu'on trouve des maisons dites skafta. C'est les maisons troglodytes qui sont construites dans le tuf volcanique qui font partie de la partie inférieure de Ia. Je vais vous donner mes petits secrets. En fonction des îles qu'on va visiter. Sachez que dans le port d'Amoudi, on trouve les meilleures tavernes, les Psaro Taverna. Ce sont des tavernes de poissons qui servent exclusivement du poisson. Et c'est bizarre dans une île aussi, c'est assez étonnant dans une île aussi commerciale et aussi touristique. Hein, il y a 2 millions de passagers à la saison sur Santorin. C'est encore des tavernes où on va à l'intérieur de la cuisine et on soulève les casseroles et on choisit son poisson comme on faisait partout en Grèce il y a 20, 30 ans. Ça, c'est vraiment superbe. Et on peut déjeuner pour une somme tout à fait intéressante. Ça n'excède pas 25-30 euros quand on paye beaucoup plus cher ailleurs, bien évidemment. Ça peut être un programme de journée. On part dans les îles volcaniques, on revient, on déjeune. Et si vous êtes accompagné d'enfants, on peut remonter avec des ânes. Il y a les 300 marches, on peut remonter en âne ou en mule jusqu'à Ia. Donc ça peut être un exemple de programme à partir du port d'Amoudi. Même chose, là, ce n'est pas 300 marches, mais c'est 600 marches d'Hormos. Le dénivelé est le plus important, hein, il y a 300 mètres de dénivelé à ce niveau-là. On est sur la partie la plus haute de la caldeira, donc la possibilité de remonter en mule également jusqu'à Fira, la capitale. En mai 1967, on a découvert sous des mètres et des mètres de cendres le site d'Akrotiri, qu'on appelle aussi Pompéi grecque. Donc, c'est un site minoen. Pour celles la Crète, on retrouve les mêmes fresques qu'on a trouvées à Phaistos, à Malia, à Knossos en Crète. Donc, c'était un comptoir minoen, hein, comme on trouve dans plusieurs îles des Cyclades. On a retrouvé le même système de magasins avec ces grandes jarres, ces pitis remplis d'huile d'olive, avec des traces d'huile d'olive, de vignes, de vin, etc. Le même système de conduite d'eau chaude, d'évacuation des eaux. C'était à l'image des Minoens de Crète, hein, évidemment. La seule différence avec Pompéi, c'est qu'on n'a pas retrouvé de corps ensevelis et durcis dans la lave. C'est que les Minoens d'Akrotiri et de Santorin ont été avertis par plusieurs petits séismes de la méga éruption de 1628. Donc, ils ont eu le temps de partir soit dans les îles du Nord, soit à la très belle île qui se situe à 1h45 à l'est de Santorin. Et ils ont eu le temps de s'échapper parce qu'on n'a pas retrouvé ni de bijoux et ni de corps ensevelis dans la lave. Donc voilà, donc ça c'est un site très important. Le site date de 1967, on peut le visiter largement. On peut se consacrer une belle demi-journée sur le site d'Akrotiri.
Alors, la clientèle française ne vient pas à Santorin pour passer ses journées sur la plage. Ça concerne plutôt des clientèles plus nord-européennes, sans les citer, mais on trouve des belles plages de sable noir et de sable gris sur la côte est, hein, qui descend plus progressivement dans la mer Égée. On trouve les belles plages de Perivolos, Perissa, Ayos, Kamari, Monolitos. On trouve également plusieurs plages fantastiques. Là, j'ai un cliché de la plage rouge. Là, nous sommes à l'extrême sud, près du site d'Akrotiri. C'est une ancienne plage de nudistes qui est maintenant, on va dire, 50-50, nudistes au fond et à l'entrée textile. C'est du sable rouge, vous voyez, c'est assez unique. Et il y a un pur joyau, je n'ai pas de diapo, mais sachez que accessible qu'en barque ou en kayak, il y a la plage qu'on appelle White Beach, la plage de sable blanc, la plage blanche. Du sable blanc volcanique, ça existe, hein, c'est assez étonnant, on retrouve rarement ailleurs sur la planète. Et la plage, c'est des centaines de mètres de sable blanc, c'est vraiment superbe. Donc il y a vraiment des belles surprises, hein. Il y a 14 plages intéressantes à Santorin. Je vous rappelle encore une fois, on ne vient pas que pour les plages à Santorin, mais il faut savoir qu'il y a matière. La grande journée après le tour de l'île classique, visite de la capitale Fira, Dia, Pyrgos, etc., c'est la fameuse journée dans les îles volcaniques. Donc, c'est-à-dire, on part en bateau à une centaine de mètres, à 80 mètres de l'île de Nea Kameni que vous avez devant les yeux. Le bateau s'arrête et pour les plus courageux, vous pouvez plonger dans une eau à 23-24 degrés, hein, c'est tout à fait acceptable. Et par contre, il y a des sources sulfureuses, des sources d'eau chaude qui, elles, culminent à 38-40 degrés. Et c'est vraiment génial, c'est un grand moment. Et après, on peut évidemment remonter à bord et puis continuer l'excursion et partir à la découverte du volcan de Nea Kameni, où on voit toutes les traces, toutes les fumerolles. Et là, on voit le côté du soufre. C'est assez unique. C'est une île toute jeune, hein, qui est beaucoup plus récente, hein. Les îles Nea Kameni, en grec, ça veut dire la nouvelle Kameni, et Paléa, l'ancienne, bien évidemment. Donc ça, c'est la grande journée dans les îles volcaniques avec la baignade, avec le plongeon au départ du bateau. Qui dit Santorin dit vignoble, bien évidemment. Ça date des Minoens, repris par les Phéniciens après l'éruption. C'est le plus vieux vignoble d'Europe avec le vignoble georgien. Il y a nombre de caves vinicoles, qu'on peut visiter et déguster les grands crus. Alors, il y a les rouges, le Marotragano, plus connu pour les rosés et les blancs, la Siertico, le Nicteri. Le Vinsanto est le plus connu, le plus réputé, parce que le Vinsanto, c'est un vin blanc, c'était le vin de messe du monde orthodoxe au 19e et jusqu'à la révolution bolchevique de 1917. Vous allez savoir pourquoi. C'était le vin eucharistique. Les marins de Iya, hein, ça s'écrit Oya, hein, juste pour l'info, mais Oi, c'est une diphtongue, hein. Il y a 5 I en grec, hein, c'est un peu compliqué, mais ça se dit Iya. Voilà, ça fait toujours plus professionnel de dire Iya. IA a armé une flotte de 200 voiliers, hein, la flotte de Santorin était la 3e de Grèce, et allait négocier leur Vinsanto jusqu'à Odessa en mer Noire, dans l'actuelle Crimée, qu'ils échangeaient contre de l'avoine, de l'orge, qu'ils échangeaient, qu'ils le transformaient en minerai, qu'ils ramenaient, et ça a contribué à une fortune énorme des gens de l'IA. Évidemment, en 1917, les bolcheviks firent leur révolution que vous connaissez bien et fermèrent toutes les églises orthodoxes. Donc, c'était la fin du commerce et ça a été le déclin de Santorin et le déclin d'Ia. Et ils ne reprirent que du regain grâce à l'activité touristique des années 60, surtout 70 et 80, bien évidemment. Donc, vous voyez la vue d'Ia, là, nous sommes dans l'extrême nord. C'est vraiment l'image d'Épinal de la Grèce et des Cyclades. Ces constructions, on a envie de s'installer et de déguster un café frappé vu sur la caldeira. Un petit mot sur la concentration de bateaux de croisière. Ça, c'est une photo qui remonte déjà à quelques années, à 4-5 ans, au moins 5 ans, dans le sens que le président du port de Santorin, c'est quelqu'un de très dynamique. Et pour canaliser les flux d'arrivée de touristes et de croisiéristes dans son île, a limité à 2 méga-paquebots, hein, donc c'est-à-dire à peu près à 8 000 passagers, 8-10 000 passagers. Donc, c'est respecté.
et ça permet de canaliser l'arrivée à Santorin parce qu'il y a les croisiéristes, il y a les gens qui sont arrivés par avion, qui arrivent par hydroglisseur, qui arrivent par ferry. Donc, il y a du monde à Santorin, bien évidemment, jusqu'en 2019, lorsque tout allait bien évidemment. Il y a alors moi, je vous conseille une très, très belle randonnée, 3 heures de marche, 13 kilomètres, entre la capitale Fira, c'est sur le bord de la corniche, sur le bord de la caldeira, entre Fira et Illa. Ça, c'est vraiment, vraiment unique. Faut vraiment la faire, cette randonnée. Après, vous assistez au coucher du soleil. Là, c'est le début du coucher du soleil, bien évidemment. Ça, c'est la grande messe de Santorin, c'est le coucher du soleil à Illa. Et après, vous pouvez rentrer en taxi ou en bus, hein. Il y a des bus qui fonctionnent très, très tard le soir, après le coucher du soleil. Ils ont l'habitude, c'est tout organisé. Donc, ça peut c'est un bon moyen d'arriver à Illa après une très belle marche. Et je ne vous cache pas que la marche sur la bordure de la caldeira est vraiment unique. Illa est un village qui a été nettoyé de tous ces bars discothèques dont vous avez entendu parler dans les années 70-80. Il y a quelques très beaux resorts. C'est un village très, 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 très soft, très zen. Tout Santorin s'y retrouve le soir. Les jeunes Chinois viennent faire leurs photos de mariage. Tout le monde vient assister au coucher du soleil, hein. C'est vraiment unique et c'est certainement le village le plus photogénique de Grèce qu'on retrouve sur toutes nos brochures et sur tous les posters de tous les offices de tourisme du monde grec. Voilà pour Santorin. Je suis allé vite. Santorin est une île c'est un pur joyau qu'il faut visiter une fois dans sa vie, bien évidemment. On l'associe souvent avec Paros. Alors là, 3h15 de ferry, direction nord, 1h45 d'hydroglisseur. L'hydroglisseur est 1,5 fois plus cher à peu près et 1,5 fois plus rapide, hein, grosso modo. Paros, c'est un archipel qui est constitué de l'île principale, d'Antiparos. Anti en grec, ça veut dire en face de l'îlot de Despotico, où il y a un sanctuaire d'Apollon qui est très intéressant. On va y revenir. C'est une île beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine, avec des plages de sable doré, de très beaux villages, de belles stations balnéaires, Naoussa au nord et Parikia, la Kora, donc le chef-lieu sur la côte ouest. De très très beaux villages à l'intérieur de l'île qui sont souvent délaissés par les touristes. L'ancienne capitale, Lefkes, qui est sublime. De très belles plages, hein. Je pense à Drios, je pense à Marcelo dans la côte sud qui est accessible qu'en kayak, Khaliki, le site de Punta qui est réputé pour les kitesurfers et les windsurfers dans le chenal d'Antiparos, la très belle plage de Colymbitres qui fait partie tout à fait au nord, qui fait partie des 10 plus belles plages de Grèce, avec son grès. C'est un ensemble de 4 plages avec des sculptures de rochers fantastiques, abritées des vents. Alors, généralement, dans les Cyclades, on privilégie les plages du sud et un peu moins les plages du nord. Mais à Paros, comme vous le constatez, il y a la baie de Naoussa qui est très protégée des vents, hein. Il y a un vent, ça c'est important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure lorsqu'on a parlé du climat, il y a un vent qui fonctionne grosso modo, ce n'est pas au jour près, hein, mais du 10 juillet au 5 septembre, qui s'appelle le Meltemi, qui souffle nord-est et qui évidemment contrarie pas mal de plaisanciers d'ailleurs, de gens qui sont en voilier. Et pour toutes les plages du nord, ça souffle beaucoup plus au nord que les plages du sud qui sont plus protégées. Voilà, Naoussa. Alors, Naoussa, c'est. Alors, pour la, pour la collectivité française, parce qu'il faut savoir qu'à Paros, il y a 14 000 habitants, mais il y a à peu près, entre la morte saison et la haute saison, il y a à peu près 300, 350, 400 Français qui vivent à Paros, qui ont acheté. Stéphane Bern en est un illustre exemple, mais il n'y a pas que Stéphane Bern, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont investi à Paros et à Antiparos. Antiparos change très vite, on y retournera tout à l'heure. Donc, pour en revenir aux Français, ils ont l'habitude d'appeler Naoussa le Saint-Tropez grec. Bon, bref. C'est une vision des choses. Bon, c'est une très belle petite station balnéaire avec ses tavernes au bord de l'eau, ses caïques à marais, ses maisons cubiques. Historiquement, Naoussa a été pris par le pirate Barberousse, le grand pirate ottoman turc en 1536 de mémoire. Et l'île passa donc du joug des Vénitiens aux Turcs en 1536.
Naoussa est connu, oui, le poulpe de Naoussa. Bon, il y a énormément de fresques et de décorations à la chaux. Ça, c'est c'est vraiment une coutume forte. On repeint chaque chapelle en fonction des fêtes du saint auquel la chapelle est dédiée. On repeint les ruelles. C'est à la fois un antiseptique et ça préserve les habitants des insectes, etc. Et les ruelles sont chaulées en permanence. C'est pour ça qu'il y a un cliché. C'est dans un but esthétique et de préservation des habitations. Donc, ce poulpe-là, il a bien besoin de passer à la chaux incessamment sous peu. À Parrikia, donc, qui est la Chora, le chef-lieu, on trouve une église très importante pour le monde byzantin et orthodoxe. C'est l'église, je vous passe le nom en grec, c'est l'église des 100 portes. En réalité, elle est constituée de 99 portes. On vient de toute la Grèce pour pouvoir participer au culte au sein de cette église. Et il se dit que si l'âme pure qui trouverait la 100e porte, Constantinople, donc Istanbul, donc ça c'est très grec, mais c'est important, même chez les jeunes, c'est très vivace. Istanbul redevient grec. Il faut savoir que les Grecs n'ont toujours pas digéré en 1453 après Jésus-Christ, la prise d'Istanbul, de Constantinople à l'époque, par les Ottomans. Alors ça, ils n'ont toujours pas digéré. Donc ça, c'est un haut lieu. C'est une église qui remonte au VIe siècle, qui est réputée pour sa basilique cruciforme. Donc c'est un haut lieu d'objet du culte à Parrikia. Qui dit Paros dit évidemment, encore une fois, une production vinicole. Il y a de très très bons crus. Visite de cap de dégustation, bien évidemment. Pétaloudes, la vallée des papillons. De juin à août, à proximité, à 5 km à l'est de Parrikia, vous trouvez une vallée très intéressante où il y a un papillon callimorphe, le tiger moth, exactement, le nom de l'espèce. Donc, c'est un papillon qu'on peut visiter pendant 3-4 mois, qu'on peut découvrir dans la vallée pendant 3-4 mois. Il y a évidemment le musée des miniatures à Haliki, en plein sud. Il y a le musée archéologique de Parrikia, le musée byzantin qui jouxte l'église aux 100 portes, les carrières de marbre qui ne sont plus exploitées, mais qui ont été exploitées de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. Le marbre, c'est un des plus beaux marbres grecs. Il a une veine translucide assez fantastique. La tombe de Napoléon aux Invalides est constituée du marbre de Paros. La Vénus de Milos, on y reviendra tout à l'heure à Milos rapidement, est constituée du marbre de Paros. Donc, c'est un marbre avec devant celui de Tinos et devant celui de Naxos. C'est vraiment un marbre de très, très haute qualité. On peut visiter les anciennes carrières à Marati, en plein dans l'intérieur des terres. Lefkes, le plus haut village de Paros, ancienne capitale de l'île, les bougainvilliers en fleurs. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, l'image d'Épinal, des Cyclades. C'est vraiment la quiétude de ces villages dans l'intérieur, qui sont peu visités. Les vacanciers ont l'habitude de séjourner à Naoussa, à Parrikia, à faire la fête. Et puis, il y a peu de gens qui découvrent finalement l'intérieur de Paros, qui est vraiment unique. Il y a d'ailleurs un chemin médiéval byzantin qui relie la côte est à la côte ouest, qui traverse les villages de Marmara, de Prodomos, Lefkes, qui est très très intéressant. Ça, c'est une très belle randonnée. Ça dure à peu près 3h30, 4 heures. C'est assez fantastique, ça, il faut bien y penser. On ne bronze pas que simplement à Paros, on peut faire aussi énormément d'activités. On s'arrête aussi évidemment dans un café-néon. Les cafés-néons, ce sont les bistrots. Dans le moindre village, ça c'est valable pour toute la Grèce, dans le moindre village, vous avez 7-8 cafés-néons. Généralement, ils ont des obédiences politiques ou des clubs de football bien concurrentiels. Avant Facebook et puis les réseaux, on venait au Café Néon aussi pour écouter les notables du village, c'est-à-dire le maire, l'instituteur, le papas, le pope, et on venait refaire le monde. Et c'était un univers très masculin. Bon, ça a bien changé, bien évidemment. On va toujours au Café Néon. Les femmes et les filles sont les bienvenues.
depuis les années 60-70, et on déguste, pourquoi pas, soit un café frappé sucré, non sucré, moyennement sucré, ou un petit café grec, qu'il ne faut surtout pas appeler café turc, hein, même si c'est exactement la même façon de le préparer. Mais nos amis grecs, depuis la prise de la partie nord de Chypre en août 74, n'ont pas apprécié qu'on appelle leur café turc. Hein, ils sont très chauvins là-dessus. C'est le café grec, qui est préparé au brick. Hein, c'est une petite casserole, une mini casserole, donc on prépare 2 par 2, 3 par 3 le café. Lorsque nous sommes à Paros, évidemment, 10 minutes en bateau-taxi, en taxi-boat, vous filez sur Antiparos. Soit vous adhérez à une excursion Eliade ou peu importe en caïque, évidemment, ça se fait aussi à la journée, avec déjeuner barbecue, découverte du très beau lagon, l'immense grotte souterraine de 70 mètres de profondeur où il y a un stalactite de 8 mètres de hauteur qui a 45 millions d'âge, l'exploration de l'îlot de Despotico qui est à l'extrême ouest, qui est réputé pour ce sanctuaire d'Apollon. Je vous rappelle, Apollon, le dieu de la purification et de la guérison, donc ça peut être très intéressant. Hein, ce sont des fouilles très, très intéressantes. Donc ça, c'est une très belle journée. Et si vous avez le bonheur de rester le soir à la Cora, d'Antiparos, sachez qu'il y a un cinéma en plein air. Il n'en reste plus que 300 malheureusement en Grèce. Hein. À une époque, il y en avait des milliers. Au milieu des essences de jasmin, de citronnier, de bougainvillier, d'hibiscus. Vous pouvez voir un film. Généralement, il y a beaucoup de films français et des films en langue anglaise, sous-titrés en grec. Ça, c'est juste pour l'info. Et les cinémas en plein air, c'est toujours très, très attachant. C'est toujours un grand moment. Paros, Antiparos, pendant des années, j'avais l'habitude de dire c'est Paros d'il y a 20 ans en arrière. Bon, il faut faire vite parce que l'île change vraiment. Ça construit à tout va, l'île change, mais il y a vraiment un décalage. On se sent bien en Antiparos. On retrouve un peu la Grèce des années 80 quelque part. Hein. C'est vraiment très intéressant. Là, c'est un grand moment. Là, on va partir sur du sacré. Je vous rappelle que Délos, donc, c'est toujours le centre solaire de l'archipel des Cyclades. Délos, c'est un site archéologique dans la totalité de l'île. C'est le seul site archéologique des Cyclades qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein, il y en a 18 en Grèce, donc 17 autres, et un seul dans les Cyclades, c'est celui-ci. 2 heures de Paros, 30 minutes de Mykonos, on verra après. Donc, c'est le sanctuaire d'Apollon et de sa sœur jumelle Artémis, la déesse de la chasse, de la chasteté et de la nature sauvage, tout un programme. Et voilà les statues des frères et sœurs jumeaux. L'île entière est consacrée donc à ces 2 dieux. Il y a, ne serait-ce que pour Apollon, il y a 4 temples visitables. Artémis, il y a un temple intéressant. Délos, selon la légende, surgit des flots d'un coup de trident de Poséidon. On visite Délos, donc grosso modo, c'est très très calibré, parce qu'on n'a pas le droit d'y séjourner. Hein. Seule l'école du Louvre ou l'école athénienne qui fouille depuis depuis 50 ans l'île, eux ont le droit évidemment de rester en soirée la nuit. On visite Délos de 10h à midi et demi, c'est très calibré. Et après, on file sur Mykonos, on verra tout à l'heure, déjeuner à Mykonos, visite de la Cora, etc. Historiquement, ce qu'on appelait la Ligue de Délos, l'apogée, c'est entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. C'était une confédération, une alliance de cités grecques d'Europe et de cités d'Asie mineure. Athènes et Sparte n'a jamais fait partie de la Ligue. Athènes a fait partie à une époque de la Ligue. Mais bon, pour vous donner une idée de la puissance, donc ils percevaient un tribut, un impôt auprès de ces cités. Et l'île de Délos armait une flotte de 400 navires. Hein, c'était assez énorme. Beaucoup plus que les Spartiates ou les Mycéniens, voire même les Athéniens. Donc c'était vraiment une force, une place forte. Il y avait 25 000 habitants. Et surtout, il y avait de l'eau minérale, qu'il n'y a plus maintenant. Hein. L'eau, c'est le nerf de la guerre dans les Cyclades, globalement pour les îles grecques, mais plus particulièrement dans les îles Cyclades, où certaines sont assez stériles en eau. Faut savoir qu'il y avait de l'eau minérale, il y avait des sources qui jaillissaient de partout. Lieu de naissance d'Apollon, plus particulièrement qui naquit au pied du mont Kyfnos,
Kinfoss, pardon, à peu près 200 mètres d'altitude, hein, c'est le point culminant. Là, vous avez la fameuse terrasse des lions, qui sont en réalité des lionnes. L'ensemble des pièces originelles sont dans le petit musée près de l'embarcadère qu'on visite à la sortie de cette visite du sanctuaire d'Artémis et d'Apollon. On termine par la visite du musée. Alors, tout ceci accompagné par votre guide, hein, évidemment, il faut un guide, hein, c'est quand même beaucoup plus parlant. Donc, il y a la maison du Trident, il y a les mosaïques, il y a énormément de choses à voir. Bon, on fait un condensé en 2h30. Prévoyez des bonnes chaussures parce que, évidemment, on marche pendant la visite, hein, les sites sont éclatés, les principaux monuments sont éclatés sur le site. Et on allie toujours, si vous partez sur une excursion Delos-Mykonos, on allie toujours Delos à la grande sœur, Mykonos, à 30 minutes de bateau, 20-30 minutes de bateau de Delos. Alors, Mykonos, c'est l'autre star des Cyclades, si je peux m'exprimer ainsi. Après Santorin, il y a encore plus de passagers, il y a plus de 2 millions de touristes à l'année, lorsque tout allait bien jusqu'en 2019. Mykonos a été lancé en grande pompe par un monsieur que vous connaissez tous, monsieur Aristote Onassis. Grand armateur hyper puissant dans les années 50, qui en 1957 d'ailleurs acheta la compagnie grecque, il a dirigé d'ailleurs la compagnie aérienne grecque Olympic Airways à l'époque de sa splendeur. Aristote Onassis à l'époque donc introduisit Maria Callas, tous les plus grands, Salvatore Dali, Catherine Deneuve par la suite, Jackie Kennedy dans les années 60. Bon, ça a commencé en 1957. Avant Saint-Tropez, c'était le spot mondial où la jet set se réunissait. Hein, ça a commencé comme ça. Bon, après, il y a eu un déroulement, quelques années, on va dire Babacou, Lippi dans les années 60, puis repris par la communauté gay LGBT, surtout dans les plages du Sud qu'on verra tout à l'heure sur la carte, les plages de Paradise et Super Paradise. Et puis, bon, maintenant, certaines plages sont devenues soit très, très chic, soit très électro. Mais bon, il y a 37 plages à Mykonos, pardon, donc 14 qui sont sublimes. Mykonos est connu pour la qualité de ses plages, bien évidemment. Alors, encore une fois, peu de plages sur la côte nord, même s'il y en a quelques-unes, parce que île évidemment plus exposée au vent. Et les très belles plages et les plus renommées sont un petit peu à l'est de Platigialos, donc la fameuse Paradise et Super Paradise, qui sont des plages H24, c'est boum boum toute la journée. Mais par contre, pour vous donner une idée, des différences de plages et d'affluence, de population. Entre les deux Paradise, vous avez une plage qui s'appelle Agrari. Ça, c'est ma plage préférée lorsque je viens à Mykonos. Et vous avez encore des yayades, des vieilles mamas qui se mouillent les pieds avec leur robe noire, des tavernes de poissons traditionnelles, des gamins qui jouent sur le sable. Bon, bref, pas de musique. Pas de fête, vraiment sublime. À Yoshioanis, Saint-Jean également, en face de Delos, c'est une plage qui est tout à fait sympathique. Donc, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Alors, faut pas. Moi, j'ai tendance toujours à dire, et je reprends souvent mes jeunes collègues, qui font l'amalgame, oui, Mykonos, c'est Ibiza, etc. Non, ce n'est pas que ça. C'est une île très, 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 très diversifiée. Et sa grande force, c'est la qualité de la chora de Mykonos, c'est-à-dire son chef-lieu. Là, on arrive sur la gauche, vous laissez l'ancien port. Le nouveau port est 5 km un peu plus en amont sur la côte ouest. Vous traversez la plage municipale et vous rentrez dans la Chora. Hein, la Chora, c'est le chef-lieu, avec ses ruelles tortueuses, toujours dans le but de se protéger des pirates et de perdre les pirates. C'est à l'image d'une médina d'Afrique du Nord. Hein. Les choras des îles grecques sont tout à fait classiques pour ça. Donc là, on est dans l'architecture cycladique, cubique. Petros, c'est au moins la 7e génération. Alors lui, ça fait de belles lurettes qu'il a compris qu'il ne fallait pas perdre de l'énergie à aller pêcher en mer. Il passe sa vie sur les tavernes du port. C'est la grande animation et il fait la manche sur les tavernes. Évidemment, la Chora, donc avec ses ruelles. Bon, il y a quelques boutiques de souvenirs classiques, mais il y a aussi, au niveau design, de très très belles galeries d'art qu'on adresse à Marrakech, qu'on pignon sur rue à Marrakech, à Ibiza
et à Mykonos. Bon, pour le shopping, attention à la carte bancaire, hein, pour le shopping, c'est vraiment très, très intéressant. On trouve des qualités de boutique qu'on ne trouve pas ailleurs, hein, à Mykonos, hein, ça, on est obligé de se le dire. Là, vous voyez l'étroitesse des ruelles. Et puis, vous avez au sein de en plein centre de la Kora, vous avez des petites placettes où il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un magasin, il n'y a pas une boutique, il n'y a pas une galerie. Voilà, Mykonos, il y a 40 ans, voilà, il y a au moins 5-6 petites placettes comme ça lorsqu'on se perd dans la Kora. Un grand moment de la Kora, c'est l'église de la Panagia Paraportiani, qui est une des plus importantes chapelles. Il y a 400 chapelles à Mykonos, hein, embarras du choix. C'est une réunification de 4 chapelles en réalité dédiées à la Vierge Marie, hein. Ça, c'est un grand lieu de la religion orthodoxe dans la Kora. On est au bord de la mer. Et de l'autre côté, on arrive à la fameuse Petite Venise. Le quartier d'Alefkandra, là, ce sont des maisons, encore une fois cubiques, mais qui ont des boiseries, des balcons en bois. Ce sont des maisons du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, hein, qui ont été construites et habitées par des riches marchands vénitiens. On trouve encore d'ailleurs le lion de Venise au fêtage de ces. Et ces marchands vénitiens, à l'abri encore une fois des pirates, avaient l'habitude d'accoster directement devant chez eux et de décharger leurs précieuses cargaisons et leurs richesses en pleine nuit ou au petit matin. Bon, bref, ils trouvaient des moments opportuns pour pouvoir décharger leurs richesses. Donc, c'est un quartier qui est très prisé. À l'heure du coucher du soleil, c'est un petit peu à l'image de Ia de Santorin. On s'installe dans les tavernes fort prises d'assaut. D'un côté, vous avez la Lefkandra, de l'autre côté, vous avez les fameux 6 moulins, les moulins donc, qui datent de l'époque construits par les Vénitiens également. Donc, vous voyez, vous avez des petites tavernes fantastiques. Et là, il y a un coucher du soleil avec une lumière à tomber par terre, bien évidemment, encore une fois, très, très photogénique. Là, nous sommes en plein centre de la Kora, au sud de la Kora de Mykonos. Je réalise que je vais très vite. Alors, on va prendre le temps. Une île tout à fait étonnante par rapport à celle qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande en termes de superficie, la plus montagneuse, 1001 mètres, le mont Zeus. Zeus serait né, alors il y a un vaste débat, est-ce que Zeus est né, il a vécu d'ailleurs en Crète, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il est vraiment né en Crète ou est-ce qu'il est né à Naxos? Bon, je laisse le débat auprès des spécialistes. Toujours selon la mythologie, Naxos, c'est l'île de Dionysos, hein, c'est là où il enseigna la culture de la vigne. Donc encore une grosse production de vignobles, de très bons crus qui voyagent bien, des dégustations en cave vinicole, bien évidemment. Et pour la petite histoire, comme on parlait de la Crète, c'est là où le goujat Thésée abandonna Ariane lors de son retour de Crète, lorsqu'il tua le Minotaure. C'est la fameuse histoire du Minotaure. Naxos est tout à fait étonnante dans le sens qu'elle se suffit elle-même, c'est-à-dire mieux qu'elle produit et elle exporte. Hein, dans toutes les îles des Cyclades, on importe pour les plus pauvres, voire même de l'eau. On attend le bateau citerne avec impatience au mois d'août pour pouvoir remplir tous les bacs où on attend des légumes du continent ou de Naxos, bien évidemment. Elle, Naxos, exporte de l'orge, du blé, de l'avoine, des fruits, des légumes. C'est une île vraiment fertile. Il y a énormément de sources d'eau. C'est vraiment assez unique. C'est la seule île où on trouve des pâturages avec des vaches. Hein, partout, vous trouverez des chèvres, des ovins, des chèvres et des brebis. Mais à Naxos, on trouve également des pâturages entiers constitués de vaches. C'est assez fantastique. Encore une fois, les plus belles plages sont sur la côte sud. On va profiter d'être sur cette carte pour voir le pur joyau des Cyclades, j'en parle pour la première fois, qui sont les îles Koufonissia, on va dire en français les petites Cyclades. Vous les voyez, Koufonissi, vous voyez en bas. Là, nous sommes entre Naxos et Amorgos. Ça, c'est très intéressant parce que c'est certainement les îles les plus authentiques des Cyclades. Donc, Naxos, c'est très important parce que c'est une porte de sortie pour aller dans les Cyclades ou une porte d'entrée pour aller dans les petites Cyclades.
des villages très intéressants, des carrières de marbre qui sont au niveau d'Aperantos, qui sont en plein centre de l'île, qui sont, elles, encore d'actualité, encore exploitées. Hein. C'est très intéressant lorsque vous débouchez d'un seul coup d'un virage et vous arrivez dans cet univers de marbre polissé. Une Cora au niveau sur la côte ouest, donc, qui est la ville principale, encore une fois. Hein. Cora en grec, c'est-à-dire chef-lieu de l'île de Naxos. Aperantos, donc la carrière de marbre. Il y a des très belles plages, pour certaines qui sont accessibles qu'en caïque. Je pense à Panormos, c'est à l'extrême sud, hein, elle n'est pas notée sur la carte. Au niveau de Pirgaki, un peu plus au sud. Des très beaux villages. Des vignobles dans l'intérieur des terres, des vestiges de la période franque à Philoti, etc. On verra des châteaux. Et évidemment, la Portara, qui est l'emblème de Naxos, pardon, excusez-moi, qu'on voit de très loin. Lorsqu'on arrive de Paros, on la voit de la mer, et c'est la porte d'Apollon. Hein. C'est quand même très, très, très important, la Portara, qui date de l'Antiquité, bien évidemment. On passe par les très beaux villages de Galanado, les châteaux Bellonias, les châteaux francs, visite d'une distillerie de cédra ou de quitron. Le quitron, c'est une agrume, grosso modo, qui était importée d'Inde à l'époque d'Alexandre le Grand, donc ça nous ramène à 330 avant Jésus-Christ, dont on distille les feuilles. On distille ni l'écorce ni le fruit, on distille les feuilles. Et ça fait une liqueur, la liqueur de cédra ou de quitron, qui est sublime. Il faut savoir que chaque île a sa propre distillation et ses propres liqueurs. Chaque île a son propre folklore, a son propre dialecte, même à l'intérieur des Cyclades, son propre dialecte, ses propres liqueurs, ses propres danses. C'est vraiment très, très, au niveau folklore, c'est très, très riche. Hein. C'est ancré dans le patrimoine de chaque île. La fameuse Cora de Naxos, qui est très connue, parce qu'à son sommet, on trouve un château vénitien à Castro, à l'époque de la Grande Croisade, c'est-à-dire à partir de 1202-1204, là c'est en 1207, à l'époque de la 4e Croisade, les Vénitiens s'installèrent dans la plupart des Cyclades, s'installèrent en Crète aussi, ils rachetèrent la Crète d'ailleurs, bon, bref, et on trouve le fief de la famille Grimaldi, les Grimaldi qui sont à Monaco maintenant. Eux, ils sont originaires de la Sérénissime Venise, installée à Naxos. Naxos, on l'appelait aussi, je ne l'ai pas dit en préambule, j'ai oublié, pardon, on l'appelait la petite Sicile. Pourquoi? Parce qu'elle était vaste par rapport aux autres îles, même si elle est beaucoup plus petite que la Sicile. D'ailleurs, si vous connaissez bien la Sicile, au sud de Taormina, sur la côte nord-est, il y a une commune qui s'appelle Naxos Giardini en Sicile. Donc, comme quoi, vous voyez, il y a un rapport direct. On trouve également des grandes tours franques, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des grandes tours manoirs qui émaillent la campagne naxiote. On en trouve de partout, c'est très intéressant. On trouve aussi des kouris au pluriel ou des kouros au singulier, ou colosses de Dionysos, ou kouros d'Apollonas. Il y a plusieurs façons de les appeler. Ce sont des jeunes éphèbes en marbre, généralement debout. Celui-ci, il est couché parce qu'il est brisé. Mais ça, c'est typique de Naxos. On le retrouve aussi dans certaines autres îles des Cyclades. Les fameux kouris au pluriel, kouros au singulier. Évidemment, un temple dédié à Déméter, la déesse de l'agriculture. Hein, ça va sans dire lorsqu'on pense à Naxos, l'île fertile, évidemment, à tous les égards, et évidemment réputée pour ses carrières de marbre, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. À 5 km de la Cora, donc là nous sommes sur la plage d'Ayaana, nous sommes au sud de la Cora, sur la côte ouest de Naxos, 5 km de plage, pratiquement désert. Alors là, il y a deux raisons à ça. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'endroits en Grèce, et dans les îles, et dans les Cyclades. On se protégeait des pirates, donc on n'avait pas l'habitude de construire en bord de mer, déjà, d'une part. C'était pour se protéger. Et en plus, on ne blanchissait pas à la chaux, bien évidemment. On construisait couleur terre pour ne pas se faire opérer de la mer. Deuxième raison, lors des successions, on avait l'habitude de donner aux garçons, alors ça c'est un régime très patriarcal,
évidemment, on avait l'habitude de donner aux garçons les très beaux terrains agricoles dans l'intérieur des terres, et aux filles, on donnait les reliquats, on donnait les terrains des plages, des côtes, etc. Bon, je ne vous cache pas que la fée du tourisme arriva dans les années 70-80 et j'ai X collègues, des dames maintenant qui sont chevronnées et qui maîtrisent bien leur resort, qui ont monté de très très beaux hôtels sur les terrains hérités à l'époque. Et c'est la revanche de ces dames. Donc, vous voyez, comme quoi, dans la vie, il y a toujours une revanche. On va continuer par deux autres îles. C'est difficile de faire le tour des 24 Cyclades, évidemment. Une île tout à fait intéressante, encore une fois, l'île de Milos. Pourquoi? Parce que c'est une île déjà, une des 5 îles volcaniques, hein, après Santorin. Milos vit toujours, même si elle vit du tourisme, bien évidemment, mais vit toujours de ses minerais. À l'époque minoenne, parce qu'il y avait un comptoir minoen crétois également ici à Milos. Depuis l'époque minoenne, elle a vécu sur l'extraction de l'obsidienne, et là, elle vit encore de la kaolinite, etc., de la lignite, et ça fonctionne très très bien. Bon, moi, j'ai des amis miniotes, et quand on discute avec eux, on comprend très vite que l'activité touristique, c'est pas ce qui les intéresse le plus, même s'ils ont des boutiques, des tavernes, des hôtels, évidemment. Mais c'est important de le noter. La grande force de Milos, il faut absolument faire le tour de l'île en caïque ou en petit bateau, voire même après louer un kayak de mer et de faire certaines portions à la pagaie, parce que c'est une pure féerie. Milos, il faut la découvrir de par la mer. Il y a 74 plages, c'est une île unique, il faut vraiment, vraiment visiter Milos de par la mer. Pour la petite histoire, c'est là qu'un jeune berger, en 1820, découvrit la fameuse Vénus de Milos, qui est malheureusement, pour nos amis grecs, qui est toujours chez nous à Paris, au Louvre. Les fameux villages dits de Sirmata, c'est-à-dire des hangars à bateaux, ça, c'est une image d'Épinal de Milos où on gare les propriétaires des petits caïques rentrent dans les rez-de-chaussée, rentrent leur bateau. Hein, ça, c'est vraiment très intéressant. C'est la carte postale de Milos. Un endroit qui se déroule sur plusieurs hectares, c'est Sarakiniko. Alors, des Sarakinis, moi j'en connais à peu près une cinquantaine en Grèce. Hein, ça vient de Sarakini, des Sarrasins, qui venaient s'installer, bivouaquer, parfois prendre pied dans des criques généralement fantastiques. Là, c'est un paysage lunaire avec une eau suicide, c'est sublime. Là, on est sur la côte nord, dans la belle baie d'Adamas, hein, qui est un des plus grands ports naturels de la Méditerranée. Et les Sarrakinis, les Sarrasins venaient après piller les villages, etc., à partir de leur campement. Voilà. Donc ça, c'est un gros spot sur la côte nord. Donc vous voyez, côte nord, il peut y avoir aussi des zones protégées du meltem et du vent. C'est l'image de Sarakiniko. J'ai pas mis 50 diapos sur Milos, mais sur la côte sud, vous avez des plages sur les 74, vous imaginez bien des plages de rêve. Je pense à Paleochori, certaines sont accessibles qu'en caïque ou en kayak. Vous avez le site de Kleftiko, l'ancienne baie des voleurs, qui est fantastique. Vraiment, Milos recèle des trésors. Hein. Tout simplement, c'est le cas de le dire, c'est une île vraiment très, très intéressante. Là, nous sommes dans le carré sud-ouest des Cyclades, c'est-à-dire légèrement au nord-ouest de Santorin et bien au sud-ouest de Paros. Hein. On est vraiment dans le côté sud-ouest Cyclades. Je garde le meilleur pour la fin. Alors moi, j'ai des coups de cœur. Bon, comme vous l'imaginez, j'ai travaillé quelques années en Grèce. J'ai été guide à Amorgos dans les années 80. Amorgos est très connu du marché français. Pas seulement que pour ça, mais pour le tournage du film du Grand Bleu en 87, sorti en 88, le film de Luc Besson. Hein. Évidemment, il fut tourné pour la plus grande partie à Amorgos. Amorgos a la forme d'un hippocampe, vous voyez. Il n'y a qu'une seule route qui est asphaltée depuis 1996, hein, depuis peu. Donc, il y a un programme de randonnée pédestre. Moi, je tournais sur 14 jours. Je faisais, avec une journée de repos, je faisais 12 randonnées, 6 randonnées par semaine, sans jamais reprendre le même chemin, pour vous donner une idée. Hein. Il y a 3 grands centres. La région d'Aegali, qui n'est pas marquée sur la carte, qui est à l'extrême nord, au niveau de Potamos. Vous avez la région de la Chora et la région de Katapola, où il y a une cité minoenne qui s'appelle Minoa.
Donc là, vous avez des sentiers très, très bien faits, très bien fléchés. Je vous engage vraiment à partir en randonnée à Amorgos. Le plus célèbre, qui est évidemment, rappelez-vous, c'est les images en noir et blanc du début du film du Grand Bleu, c'est le monastère de Chrosoviotica, accroché à la falaise. C'est un monastère du IXe siècle. C'est très intéressant. Il y a un père, un higoumène, un père supérieur, et entre 2 et 5 moines actuellement. Il y a 60 cellules, donc ça pouvait monter jusqu'à 60 moines. L'higoumène actuel, l'archevêque, le père supérieur, pardon, on va employer les bonnes expressions françaises, le père supérieur actuel, qui s'appelle Gabriel, vous invite souvent dans son potager et vous montre les énormes roches qui se détachent de temps en temps, des roches qui font plus d'une tonne 5, et qui se décrochent de la falaise et qui vous montrent, vous voyez, nous sommes toujours épargnés, il n'y a jamais eu de blessés, c'est jamais tombé sur le monastère, ni même dans le verger, ni même dans le jardin, c'est toujours tombé à côté, etc. Voilà. Ça, c'est un haut lieu de visite, le monastère de Chrosoviotica. Nous sommes dans le sud d'Amorgos, sur la côte sud-est. Juste en bas, vous avez la fameuse crique d'Agiana. Besson avait imaginé le logement, la maison du père de Jacques Mayol au début du film, lorsqu'il a son accident de scaphandre. C'est là où c'est tourné, c'est tourné exactement là, dans cette petite chapelle d'Agiana. C'est un lieu mythique et magique. La Cora est très intéressante, encore le chef-lieu. Encore une fois, un château, un castro vénitien du XIIIe siècle, de l'époque de la 4e croisade. Et ce qui est étonnant à Amorgos, c'est le seul endroit des Cyclades où on trouve des églises doubles, catholiques et orthodoxes. Catholiques à cause des Francs, évidemment, de l'époque franque, des Francs qui se sont installés pendant un siècle et demi. Donc on trouve des églises mixtes dans un régime orthodoxe à 98%, c'est assez unique. C'est important de le noter. On a du Castro vénitien, on a une vue panoramique sur la Cora. C'est tout simplement l'île d'Amorgos est fantastique et elle est encore préservée. Pourquoi? Parce qu'elle est bien à l'est et pour y aller, c'est jouable. On y organise des séjours allègrement, mais elle n'est pas aussi bien connectée que Paros ou Santorin ou Mykonos, bien évidemment. Vous voyez sur la carte, c'est important de revenir à la carte. Donc, je vous ai parlé de mon coup de cœur. Entre Naxos et Amorgos, qui n'apparaissent pas sur la carte là, il y a les petites Cyclades. Donc, ça fait partie de mes coups de cœur. Faut savoir qu'à Koufonissi, j'ai appris, je n'y suis pas allé depuis 3 ans, j'ai appris qu'il y a un distributeur de billets de banque qui serait installé ou qui devrait être installé. Donc, ça sent un peu le début de la modernité. À l'époque, il fallait prendre des euros ou des drachmes avant les euros en nombre parce que évidemment, on ne pouvait pas payer avec sa carte bancaire. Donc, c'est en train de changer, mais c'est tout simplement sublime. On va continuer juste comme ça sur la carte. J'aurais pu vous parler de Sifnos, l'île des potiers, l'île du grand chef étoilé de Sélémentes, l'île de la gastronomie, où on mange très très bien. C'est l'île où on mange le mieux en Grèce. C'est à Sifnos. Ça, c'est important de savoir. Il y a de très très belles randonnées également. C'est une île à régime matriarcal. Ce sont les filles qui héritent à Sifnos. Ça change. Donc, c'est important de le noter. J'aurais pu vous parler de Folegandros. Je peux vous parler de Folegandros, l'île du fer, l'île des peintres et des amoureux, des écrivains, une très très belle Cora, après celle de Mykonos ou avant celle de Mykonos. C'est certainement la plus belle. Folegandros est unique, il faut vraiment y aller, c'est fantastique. Pour nos amis, pour les jeunes qui n'ont pas le budget pour faire la fête à Mykonos, parce que ça a un coût de faire la fête à Mykonos, je leur conseille d'aller à Ios, qui est l'île de tous les péchés. C'est pareil, on fait la fête H24. C'est une île un peu plus low cost au niveau de la fête. Très belle Cora d'ailleurs, très beau chef-lieu. Voilà, il y a beaucoup à dire. Je ne vous parle pas de l'île capitale, Syros, qui est un peu plus laborieuse, c'est l'île principale, c'est l'île dite capitale. Kyphnos a énormément beaucoup de charme, Seriphos également. Andros, c'est une île où il y a beaucoup d'eau sur la partie sud. C'est des îles Tinos, qui est connu pour ses pigeonniers et pour ses carrières de marbre. Tinos a énormément de charme. Grand lieu de pèlerinage à sa basilique le 15 août. Voilà. J'ai parlé beaucoup d'orthodoxie
et de religion et de taverne. Là, on a 2 clichés sur la même diapo. Notre papache Yorgos qui trinque à notre santé et la magie de la taverne grecque avec les petits rougets, les rois de la Méditerranée, les sous-pièces, les sèches farcies, les octapodia, les poulpes grillées, le dakos avec sa mésidra et sa feta à son sommet avec ses petites olives et son origan et aspergé d'huile d'olive, bien évidemment. Hein, à part Mykonos ou Santorin où le budget est plus conséquent, dans une île grecque, on déjeune avec l'apéro et puis le coca pour les enfants et le vin pour les grands. On déjeune pour 20-25 euros par personne aisément. Hein, et on dîne pareil. Bon, à Santorin, c'est l'île de tous les excès. Ça peut monter à 35, 40, 50, 60 euros sans parler des restaurants gastronomiques. Et Mykonos, c'est encore pire. Bon, faites attention à votre bourse à Mykonos et Santorin. Je vous ai donné un petit tuyau sur le port d'Amoudi tout à l'heure sur Santorin. C'est toujours important de savoir qu'on peut choisir son poisson encore à Santorin dans des tavernes. L'orthodoxie, qui est évidemment inhérente à toutes ces îles et à toute la Grèce. Hein, orthodoxe, orthos en grec, c'est le droit, doxa, c'est la croyance, donc ça veut tout dire. Bon, il y a eu le schisme entre les églises chrétiennes d'Orient et d'Occident en 1054, évidemment. Les calendriers sont différents. Cette année, il y a carrément 4 semaines de différence entre la Pâque catholique et la Pâque grecque qui aura lieu les 2 et 3 mai. On se signe à l'envers. Il n'y a pas d'objet dans l'objet du culte. Il n'y a pas de statue dans les églises. Il y a des icônes avec ces fameuses peintures au jaune d'œuf qui donnent cette couleur jaune typique des icônes. Lors du baptême orthodoxe, on plonge le nourrisson ou les adultes, on les plonge carrément dans l'eau bénite, tout le corps entier. Bon, et voilà, il y a encore quelques différences majeures, mais c'est une religion chrétienne, évidemment. Voilà, un petit cliché sur les pêcheurs d'éponges. Les éponges qui nous envoient directement sur l'archipel du Dédocanèse à Kalymnos. Et ça fera office d'une autre présentation. C'est un autre archipel et c'est pour plus tard. Je vous souhaite d'excellents futurs voyages en Grèce. Le pays de la philoxénia, de l'hospitalité, où le xénos, l'étranger, est à la fois un étranger, mais surtout un hôte. En termes de produits, trois petits exemples. Les combinés, donc j'ai choisi le combiné Santorin-Paros en une semaine, à partir de 879 €, hôtel 3 étoiles, 7 nuits en petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a dans cette coquille? Il y a évidemment le transport aérien international, avec une arrivée sur Athènes ou une arrivée sur Santorin directement. Tous les transferts aéroport, hôtel, port, aller-retour. L'hôtel 3 étoiles ou supplément 4 étoiles en petit déjeuner. Ça, c'est vraiment un exemple de combiné type qui fonctionne. On a plus de 30 combinés en magasin. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, Bleu Voyage contactera notre service à la carte et on vous fera du cousu humain, du sur-mesure. À Santorin, évidemment, il y a des resorts vus sur la caldeira. On a l'impression qu'on va plonger dans la caldeira. Là, nous sommes sur la très belle commune des Mirovigli, à la sortie de la capitale Fira, l'Andromeda Village Spa Resort 4 étoiles, donc à partir de 1179 €. Là, vous avez encore une fois tous les transferts, le transport aéroport international, 7 nuits en petit déjeuner. Bon, à Santorin, on monte en puissance. Hein. On peut aller sur du 5 étoiles luxe, que ce soit à Ia ou à Mirovigli ou à Fira, on monte vraiment en puissance. La perle des Cyclades, c'est notre croisière en caïque. Ça, c'est très intéressant parce qu'on passe par les petites Cyclades. Donc, on vole sur Athènes, transfert en hydroglisseur ou en ferry à Paros. L'itinéraire commence à Paros sur la Géotitsa 1, 34 mètres de long, 24 passagers en cabine double ou triple, 6 repas inclus à bord, une hôtesse ou un hôte accompagnateur francophone qui est là pour vous gérer aux petits oignons, faire le lien entre vous et l'équipage, vous donner les bonnes consignes, que faire, que visiter sur chaque île. Donc l'itinéraire part de Paros, on descend direct sur les petites Cyclades. Ça, c'est vraiment, j'insiste sur les petites Cyclades, c'est vraiment superbe. On continue sur Ios, Santorin, on remonte sur Delos, Mykonos, retour sur Paros. Voilà, donc ça, c'est un exemple de circuit sur les Cyclades en caïque, donc des anciens bateaux de pêche qui ont été réhabilités pour le transport de nos passagers.
Voilà, Laurence. Écoute, c'est parfait, Thierry, merci beaucoup. C'était très dépaysant et très instructif. Je pense que voilà, on avait tout ce qu'il fallait, du culturel, des petites anecdotes, des astuces de voyage. Alors, messieurs, dames, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit vous réactivez vos micros, soit via l'onglet discussion. Vous pouvez, par le chat, taper votre question. On va peut-être prendre voilà, quelques minutes pour voir s'il y a des questions qui arrivent. En tout cas, comme l'a dit Thierry, tous ces produits présentés sont disponibles dans nos agences et on peut éventuellement, bien entendu, combiner avec d'autres choses qui ne sont pas en brochure, mais faire du à la carte. Alors, Nicolas, si tu veux prendre Oui, alors quelques Thierry, questions. nous avons une question de Alex qui nous demande s'il est possible de connaître le programme des vols, donc les villes de départ possibles au départ de France, puisque tu as donné les villes d'arrivée possibles dans Tout les à fait. Cyclades. Donc voilà, si tu Tout à pouvais nous fait. donner. En ce qui concerne donc Athènes, on vole des principaux aéroports français. Bon, pour notre région, Lyon, bien évidemment. Paris, pour Athènes, donc Lyon, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Marseille. Nous avons des vols spéciaux le samedi. Il y a aussi, sur les low cost et les compagnies régulières, des vols semaine, bien évidemment. Santorin, des vols généralement le dimanche sur nos vols spéciaux Eliade, affrétés spécialement par Eliade. Au départ de Paris, Marseille, Toulouse, Nantes. Il y a aussi des nouvelles connexions au départ de Paris-Orly sur Transavia. Je pense à Transavia au départ de Paris sur Santorin. Air France et la compagnie grecque Aegean lancent aussi des vols. Donc, il y a matière. Si vous êtes de la région Rhône-Alpes, au départ de Lyon, nous sommes très, très bien lotis. Quelle est la durée de la croisière CAIC? On est sur du 8 jours, 7 nuits. On est sur du 7 nuits. Merci. Moi, j'aimerais savoir Donoussa. Vous connaissez Donoussa? Justement, alors quand on parle des petites Cyclades, les petites Cyclades sont constituées à peu près de 15 îles. Vous avez les îles Pano-Koufonissi, Kato-Koufonissi, Iraklia, Skinoussa, Kéros et l'île la plus au nord vers Naxos des petites Cyclades s'appelle Donoussa, que je connais évidemment très bien. Donoussa. Alors lorsqu'on fait l'arrêt en caïque, ça peut être, c'est selon l'humeur du capitaine, c'est lui le seul maître à bord, bien évidemment. Généralement, c'est soit Iraklia, soit Skinoussa, soit Pano-Koufonissi. Donoussa est un petit peu excentré de ses consoeurs. Oui, parce que moi, j'y suis allée il y a une trentaine d'années et j'aimerais savoir comment c'est maintenant. En fait. Alors, j'en parlais tout à l'heure, ça me fait plaisir parce que moi, j'ai découvert les petites Cyclades dans les années 80, en 81 exactement. Donc, je peux vous parler de la différence. Donoussa reste encore magique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait, et je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais il y aurait un distributeur de billets de banque, non, pas à Donoussa, à Kato-Koufonissi, qui est l'île la plus touristique. Donc, Donoussa reste, moi j'y suis allé il y a 3 ans, de nouveau, j'y suis retourné il y a 3 ans. Donoussa au niveau des randonnées, des balades à pied, de la beauté, de la qualité des plages. Et il n'y a pas d'attitude commerciale douteuse. Ça reste la magie des petites Cyclades. D'accord. Et il y a un hôtel dessus? Il y a quelques pensions, bien évidemment, quelques petites pensions. Ça, c'est la grande différence par rapport à ce que vous avez connu. Vous êtes allé en quelle année? Dans les années 80? Oui, dans les années 80. D'accord. On dormait sur la plage, nous. Évidemment, moi aussi. Il y a quelques pensions, ce qu'on appelle des rooms to let, etc. Il y a pas de véritables hôtels. Il y a peut-être un petit hôtel 2 étoiles, mais ça reste vraiment de l'artisanat. D'accord. Eh ben, merci pour votre réponse, monsieur. Je vous en prie. Thierry, une petite question de Delphine. Donc, sur Amorgos, combien de nuits conseilles-tu de séjourner? Et également, est-il mieux de le faire au début de son séjour ou plutôt vers la fin de son séjour? Très bonne question. À Morgos, je dirais, alors, moi j'aime bien associer les petites Cyclades, comme on en parlait, avec Amorgos. Donc l'idéal, tout dépend de la durée, etc. Parce que bon, la particularité d'Amorgos, c'est qu'elle est difficile d'accès. Elle est moins facile d'accès. Moi je dirais à la fin du séjour. Moi je dirais à Amorgos 6 nuits à la fin d'un séjour. Ok, parfait.
Avec la croisière, est-il possible d'avoir un pack d'excursion? Alors, c'est pas prévu. Par contre, notre hôtesse à bord vous fera. C'est pas prévu. Le pack d'excursion n'existe pas à l'heure actuelle. Mais comme vous êtes à demeure à chaque fois, hein, entre les mouillages forains où on déjeune à bord du bateau et puis les possibilités de se restaurer en taverne selon les étapes, notre hôtesse à bord. Moi, je les connais bien tous et toutes, sont là pour vous donner le maximum de tuyaux pour vous visiter les centres d'intérêt selon les étapes. Ok, merci. On n'a plus d'autres questions, mis à part que quand même, apparemment, ta présentation a beaucoup plu. Donc moi aussi, je tenais à te remercier pour cette belle présentation. Voilà, parce que j'assiste souvent à tes présentations et j'ai encore appris des choses aujourd'hui. Bah, j'ai Oui. l'impression que je suis allé vite, hein. Non, ça va? Non, non, je pense que tu as été bien et on a effectivement beaucoup de clients qui te remercient pour la qualité de ton intervention, des clients qui connaissaient déjà, mais qui, comme Nicolas, ont appris encore des choses. Certains clients qui avaient des voyages prévus et qui ont dû être bien reportés cause Covid et qui auront donc de quoi découvrir encore plus lorsqu'ils pourront à nouveau se rendre sur place. Peut-être, Nicolas, si tu veux parler justement de l'ouverture de la destination. Oui, donc a priori, la Grèce a prévu d'ouvrir sa saison touristique à partir du 14 mai à minuit. Donc, on peut aller en Grèce apparemment à partir du 15 mai. Donc, reste à savoir si à ce moment-là, on aura la possibilité de se rendre dans les aéroports en France pour pouvoir vite partir en vacances. C'est le gros sujet. Sinon, effectivement, il est prévu de pouvoir partir en Grèce avec un test PCR, bien évidemment, et également de remplir ce qu'appellent les Grecs le PLF, donc qui est un formulaire à remplir pour simplement indiquer son lieu de séjour sur place et une génération d'un QR code à présenter à l'arrivée en Grèce, tout simplement. Ça se passe très bien puisqu'il y a énormément de gens qui ont déjà bénéficié, qui ont profité de vacances l'année dernière sur la saison été de 2020. Donc, a priori, c'est prévu de partir sur le même schéma. Si toutefois, il est toujours prévu de faire des tests PCR pour revenir en France de moins de 72 heures. Donc, il faut savoir que la Grèce fait partie de l'Europe et que donc les tests PCR sont pris en charge par la sécurité sociale à partir du moment où on les effectue dans le secteur public. Donc, j'invite tous nos clients qui souhaitent partir sur place à prendre leur carte vitale européenne de manière, s'ils vont de se faire soigner dans le secteur public, à avoir le remboursement qui se fait automatiquement. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours en Europe, donc pensez bien à votre retour si vous allez dans le secteur privé, à remplir justement le formulaire à cet effet pour pouvoir vous faire rembourser pour le test PCR de retour à cet effet auprès de la Sécu en France. Voilà, mais sinon, a priori, la Grèce est prête à nous recevoir à bras ouverts. C'est ce que nous disent les Grecs tous les jours. A priori, j'ai lu des choses aujourd'hui qui la Grèce privilégierait la vaccination des personnels touristiques, des gens qui travaillent avec l'accueil du public, etc., en priorité. Donc, je pense que cet été, ils seront vraiment, vraiment prêts pour nous accueillir en Grèce continentale et dans les Cyclades également, et dans les îles, de manière générale. Du coup, on a une autre petite question supplémentaire. On va la prendre pour conclure, savoir si sur la croisière, la navigation se fait de jour ou de nuit, ou les deux. Ah, très bien, très bonne question. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Pratiquement jamais la nuit, hein. On est sur des petits, on navigue à vue, on navigue à l'ancienne. Il y a des mouillages forains de rêve où on profite de la baignade, il y a des masques tuba à bord, etc. Parfois même, il y avait même deux kayaks de mer. Donc, on profite de la baignade. Donc, les navigations se font en fonction de la saison avant 13 heures. Il faut savoir que le Meltem, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, ce fameux vent du nord-est se lève qu'à partir de 13 heures. Donc, généralement, on navigue le matin. On profite dans une baie abritée à déjeuner à bord et à faire des mouillages forains et se baigner, etc. et profiter de la baignade. Et le soir, toujours, si le Meltem souffle, à la montée de la lune et à l'obscurité, il s'arrête. Et là, on mouille
on s'installe dans des petites coras, dans auprès d'habitations pour pouvoir se balader dans les coras, dans les villages. Ou sinon, lorsqu'on visite, évidemment, on accoste directement dans la cora le matin et on laisse du temps libre pour pouvoir visiter les différents sites en fonction des étapes. Donc, pour reformuler, on voyage jamais la nuit. Très bien. Eh bien, merci Nicolas, merci Thierry. Thierry, tu nous as mis l'eau à la bouche et également avec les présentations de la gastronomie. Et puis, je crois que l'heure du dîner approche pour beaucoup d'entre nous. Vous pouvez revoir, comme je l'indiquais, l'enregistrement de cette visioconférence sur notre blog-bleuvoyage.fr. La semaine prochaine, on vous emmène un tout petit peu plus loin puisque nous irons en Polynésie. Donc, d'autres paysages et d'autres occasions de vous faire voyager. Et en tout cas, merci à tous et merci à notre partenaire Eliade pour cette très belle présentation. Merci beaucoup Thierry, c'était parfait. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Et un petit ouzo et tout ira bien. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.